Des litres de purin déversés sur le mur d'enceinte de la mairie de Macoria. Les agriculteurs de la commune ont mis leur menace à exécution au bout de 5 jours de grève. Ils réclament la cession gratuite de terrains agricoles acquis par la mairie dans les années 90. La Guyane compte moitié moins de médecins généralistes en comparaison avec les régions de France hexagonale. C'est l'un des chiffres publiés ce matin par l'INSEE. L'accès aux soins est à l'épreuve des grands espaces guyanais. Enfin, du sport avec l'US Matoury, vainqueur de la Coupe de la CTG. C'était hier après-midi au stade Edmar Lama. Retour sur ce match dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Pour ouvrir ce journal, 5e jour de grève pour les agriculteurs de Macoria. Aujourd'hui, ils ont mis leurs menaces à exécution en déversant des litres de purin à proximité de l'entrée de la mairie de Macoria. Les agriculteurs du syndicat FDSEA exigent la cession gratuite des terrains agricoles de la commune. La mairie de Macoria avait obtenu ces terrains du CNES en 1996 pour 50 francs. Évolution de la situation dans ce reportage de Chrysler Phillips et de Gaël Wassim. Les agriculteurs n'en démordent pas. Postés depuis le 9 novembre devant l'hôtel de ville de la commune de Macoria, ils ont intensifié le bras de fer en déversant plusieurs litres de purin devant la mairie. C'est normal qu'on parle du purin parce que jusqu'à maintenant les choses n'avancent pas. On est là depuis jeudi, comme le maire est en train de s'amuser avec les agriculteurs, et surtout à certaines déclarations qu'il a tenues sur certains médias. Que nous on n'a pas toléré, donc vous savez ça, et on ne va pas rester croûté là devant la mairie pendant une semaine. Pour rappel, le désaccord entre la FDSEA et la mairie de Macoria intervient sur la gestion du foncier attribué par le CNES aux agriculteurs. Elle se dérobe en fin de compte à ses obligations, des obligations qui avaient été prises en délibération par le conseil d'administration du CNES de l'époque, par le ministre du Budget, qui avait donné leur autorisation de cession des terrains du CNES à la commune de Macoria, sous réserve bien sûr que les agriculteurs qui étaient en place puissent bénéficier du décret foncier comme les autres agriculteurs qui sont installés sur le domaine de l'État. Présent sur place afin d'apporter son soutien, le président de l'association Trop Violence n'exclut pas d'autres actions coup de poing. Je pense et j'espère que le dialogue doit s'instaurer, puisque cela n'est qu'une première sommation. Souvent j'entends ce sont des Hmong, ce sont des métros, ce sont des Martiniquais, des Guadeloupéens qui sont agriculteurs. Et donc comme pour certaines personnes, comme ce sont ces ethnies qui sont agriculteurs, on doit les laisser aux mains des exécutifs. Moi je dis non. Il faut des actions comme ça pour faire comprendre à certaines autorités qu'ils ne sont pas les maîtres tout-puissants sur terre. Avec deux partis qui campent fermement sur leur position, le conflit pourrait perdurer encore plusieurs jours. Toujours concernant la manifestation des agriculteurs, la FDSEA demande à la mairie de Macoria de respecter le protocole d'accord signé par l'État avec l'État en avril dernier. 2 millions d'euros destinés à faciliter la cession des terrains aux agriculteurs. Pour l'association des jeunes agriculteurs, il faudrait que la répartition de cette subvention se fasse de manière équitable. Jean-Hubert François, président des jeunes agriculteurs, s'exprimait au micro de Gaël Wassim. Il y a 2 millions d'euros qui avait été acté pendant les mouvements de grève. Et aujourd'hui, on veut que ces 2 millions profitent à un plus grand nombre. Ce que l'on demande aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce travail-là qu'on est en train de faire avec la mairie de Macoria, c'est qu'on veut que les dossiers soient traités au cas par cas. Que tous les dossiers, l'ensemble des dossiers soient traités et bénéficient de cette aide-là. Alors, au niveau des jeunes agriculteurs, on ne rentre pas dans le débat de savoir à combien seront vendus les terres, à combien seront rétrocédées les terres. Nous, on s'est battu pour qu'une somme d'argent soit dédiée aux petits agriculteurs en allant au plus gros. On refuse qu'aujourd'hui, que la petite agriculture empathise du fait que cet argent risque d'être partagé entre les plus gros éleveurs de Guyane. Donc notre position, elle est claire. Manifester, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème, on ne remet pas ça en cause. Mais par contre, nous, jeunes agriculteurs, nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule, si bien que je vous le dis franchement, que lorsqu'on a signé plusieurs accords avec la ministre Barretch, la seule feuille que les jeunes agriculteurs n'ont pas signée, c'était ce point-là concernant la mairie de Macoria qui opposait les agriculteurs avec en toile de fond le CNES. Donc notre position, elle est claire.
on est ouvert à discussion. D'ailleurs, comme je le répète, on est en discussion avec la mairie. Si la FDSEA a envie de discuter avec les jeunes agriculteurs, il n'y a pas de problème. Mais je préfère dire d'entrée de jeu qu'on ne va pas démordre sur le principe d'équité. Il faut que l'ensemble des agriculteurs concernés dans ce dossier et surtout les petits agriculteurs qui travaillent dur bénéficient de cette aide. Du nouveau dans l'agression à Mermet qui a eu lieu samedi soir à la cité Petit Lucas à Cayenne. Un des 3 agresseurs s'est rendu à la police. Il a comparu devant le juge d'instruction cet après-midi. Jordan, le neveu de la comédienne Viviane Émigré, a reçu une balle à la base du cou samedi soir. Ses jours ne sont pas en danger. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, la Guyane compte moitié moins de médecins généralistes en comparaison avec les régions de France hexagonale. C'est l'un des chiffres publiés ce matin par l'INSEE. L'accès aux soins est à l'épreuve des grands espaces guyanais et l'absence d'offres de soins s'accompagne de précarité. Les détails dans ce reportage de Pierre Trifou. Une étude de l'INSEE en partenariat avec l'Agence régionale de santé révèle que la Guyane compte 44 médecins pour 100 000 habitants. Il faut en moyenne 9 minutes pour accéder à un médecin généraliste, mais ce temps moyen d'accès aux services médicaux cache de fortes disparités, notamment dans les terres où il y a seulement 18 centres de santé. Des centres délocalisés de prévention et de soins permettent de combler en partie les lacunes de la médecine de ville. La problématique a été observée aussi sur le littoral, ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure, et on s'est rendu compte qu'on a un centre de santé à Irakubo. On faisait une permanence à Organabo, mais il n'y avait plus rien sur jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, donc c'est très loin, ou jusqu'à Mana. C'est pour ça que l'on avait mis en place des consultations avancées sur 6 lieux, sur la nationale 1 et la départementale 8, en partenariat avec la Croix-Rouge française qui nous prêtait leurs camions, et puis ils n'ont plus pu le faire, et du coup ça s'est arrêté du jour au lendemain, ce qui est un peu dommageable pour ces populations qui ont des difficultés à se déplacer. La démographie importante de la Guyane et le manque d'attractivité de la médecine impliquent une absence d'offres de soins qui s'accompagnent souvent de précarité. Des solutions de formation médicale pourraient endiguer le problème. Je suis évidemment absolument déterminé, persuadé qu'il faut promouvoir les études médicales, mais aussi paramédicales d'ailleurs en Guyane. Simplement, cette réponse, ne nous leurrons pas, restera toujours imparfaite, parce qu'un médecin fut-il guyanais, et quand bien même il aurait été formé ici, aura toujours demain le loisir d'aller s'installer en métropole. Donc il y a la question de la formation, mais fondamentalement il y a d'abord la question de l'installation. La répartition inégale de l'offre de soins, due à des distances importantes à parcourir ou au caractère hétérogène d'accessibilité selon la commune, font qu'un 5e des Guyanais ne bénéficie pas d'offres de soins suffisants. Politique à présent, Albéric Bint est le nouveau maire de la commune de Mana, élu vendredi dernier avec 16 voix contre 13 face à Rosange Firmin, la candidate de la majorité municipale. Il succède au sénateur Georges Patient, une élection qui n'a pas été de tout repos face à la favorite du maire sortant. Reportage de Joanne Manus et de Jonathan Lariot. Il a fallu s'y reprendre à 3 fois pour décider du nouveau maire de la commune de Mana. Après 2 sessions de vote et malgré la dominance de Rosange Firmin, avec ses 12 voix sur 29 votants, seule la majorité pouvait décider du nouveau maire. Au cours d'un 3e et dernier vote, il n'est là plus question de majorité mais du nombre de voix au total. Cette clause change donc les règles et ouvre la porte à une alliance qui voit Albéric Bint prendre la première place et être élu nouveau maire de Mana. Il succède à Georges Patient, en place depuis plus de 28 ans. On s'était dit que le premier qui sort et qui a plus de voix doit faire alliance pour pouvoir remporter le poste de maire. Je partais du principe que c'est une nouvelle élection et qu'on avait à discuter avec tout le monde. Nous sommes 29 conseillers municipaux, donc c'est normal que je puisse discuter avec les 29. Et il s'avère que dans les 29, 16 étaient d'accord avec ma vision et la manière dont je veux gouverner. Donc, ils m'ont apporté leur soutien. Pour parvenir à obtenir la majorité des voix, Albéric s'est allié à l'opposition, représentée par Yatua. Celui-ci retire sa candidature et en fait bénéficier le nouveau maire. Une réaction surprenante d'Albéric Bint, compte tenu de sa position de conseiller municipal auprès du maire sortant. Ce soir, il s'est marié avec une opposition qui était terrible. Albéric Bint, à maintes reprises, s'est chamaillé avec cette opposition, qui était quasiment stérile.
Et là, bon, le voir ce soir en harmonie, eh bien, tant mieux. Si c'est pour l'intérêt général de la commune, tant mieux. Bon, j'espère pour lui que cette opposition avec laquelle il s'est marié saura faire avec lui, parce qu'il ne faut pas qu'il oublie quand même que c'est son 3e ou 4e mandat avec moi, et que du jour au lendemain, se retrouver en harmonie avec l'opposition, ben, tant mieux. La commune de Mana a donc un nouveau maire, mais pas encore de conseil municipal qui l'élira dans un deuxième temps. Si celui-ci ne s'exprime pas sur ses premières actions, nul doute que l'alliance avec l'opposition, à laquelle il s'est déjà farouchement opposé, laisse de grandes interrogations. Rendons-nous en Martinique à présent. Il y aura bientôt du changement au centre hospitalier universitaire. Le directeur général doit quitter ses fonctions au début du mois de décembre après 3 années de service. La structure connaît depuis plus de 20 ans une grave crise financière avec une dette abyssale évaluée à près de 400 millions d'euros. Une administration provisoire sera mise en place en attendant la nomination d'un nouveau directeur. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Nicolas Etienne, directeur général du CHU de Martinique, pour encore 19 jours. Dans une note interne diffusée hier, le haut fonctionnaire annonce son départ à compter du 1er décembre 2017. Arrivé le 1er avril 2014, il n'aura pas réussi à remettre sur pied les finances du centre hospitalier universitaire de Martinique. La mauvaise santé financière de la structure fait parler même au niveau de l'Assemblée nationale. Concernant le CHU de la Martinique, il est important d'informer la représentation nationale que la Martinique bénéficie d'un accompagnement financier d'envergure de la part de l'État, tant en trésorerie qu'en investissement. L'aide nationale en trésorerie consentie à cet établissement est majeure. 98 millions d'euros en 2015, 98 millions d'euros en 2016, 93 millions d'euros en 2017. Le CHU de la Martinique représente à lui seul 33% de la dépense en aide nationale en trésorerie de mon ministère. Autre point faible du CHUM, les conditions de travail des personnels de santé et la qualité d'accueil des patients, décriée par un collectif. Ça fait plusieurs années qu'on demande l'effacement des dettes de l'hôpital, qui à l'époque étaient de l'ordre de 450 millions et on ne les efface pas. Par contre, on prend des mesures sévères qui ont des conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'un collectif intitulé CHUM Douvent a été mis en place il y a déjà plusieurs semaines, c'est pas à l'occasion du passage du ministre, pour dire que ça suffit, halte là, on veut des moyens humains et personnels pour pouvoir faire cet hôpital remplir sa mission de sauver des vies humaines. Dès le mois de décembre, la direction générale sera assurée par 2 membres de l'Inspection générale des affaires sociales, directement rattachés au ministère de la Santé, une administration provisoire décidée par la direction générale de l'Agence régionale de santé. Quant à Nicolas Etienne, il devrait être nommé inspecteur au sein de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Un tour en Guadeloupe à présent, une nouvelle vidéo troublante sur un cas de violence scolaire a créé l'émoi sur les réseaux sociaux ce week-end. On y voit un adolescent menacé à l'aide d'un bâton par un autre de ses camarades. Le tout filmé par un élève qui encourage l'agresseur à passer à l'action. Un phénomène de plus en plus inquiétant. Regardez ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Instauré par l'ancien gouvernement, le 9 novembre est désormais la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement en milieu scolaire. L'occasion pour Annick Kramer de rappeler le rôle de l'assistante sociale. On a constaté effectivement qu'un certain nombre d'élèves étaient victimes de harcèlement et que peut-être des petites actions étaient faites par-ci, par-là, mais qu'il a fallu marquer le coup avec une journée nationale. Donc depuis 2013, Mme Najat Vallaud-Belkacem avait mis en place cette journée nationale. En tant qu'assistante sociale, on s'occupe surtout de prévention, puisque il faut éviter que ces phénomènes-là ne prennent de l'ampleur dans l'établissement, il faut éviter qu'il n'ait trop d'impact sur les élèves. Donc beaucoup de prévention, mais aussi la prise en charge des élèves victimes, bien sûr, auteurs, et puis des témoins, parce que les témoins sont aussi impactés finalement que les victimes, parfois peut-être. Certains collégiens ne se sentent pas particulièrement concernés par le harcèlement, bien que conscients de cette problématique. Donc le harcèlement, c'est un truc qu'il faut éviter parce qu'il y a des gens qui se suicident de ça. Ils souffrent. La plupart du temps, ils n'en parlent pas. Mais il vaudrait mieux en parler à ses parents, l'assistante sociale, les adultes. Mais le harcèlement, c'est un truc qui se fait peur. Et dans mon collège, il n'y a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Il y a pas. Très peu. Il y a très peu.
Et j'ai jamais connu ça. Donc. Mais d'autres, comme cette collégienne que nous appellerons Stéphanie, qui en a été victime dans son précédent établissement. Je me suis sentie seule, dans la dépression. J'étais juste sans amis et puis ma famille, je disais rien. J'étais juste renfermée et puis voilà. Après la tentative de suicide, j'ai été voir un psychiatre. Et après ça, ils m'ont parlé, je me suis libérée, j'ai tout dit, tout ce qu'il y avait sous le cœur, j'ai dit. Et maintenant, il m'a aidée avec ma famille, le reste. J'ai dû changer de collège, ce qui m'a aussi aidée. Et puis maintenant, voilà, on est parti sur de bonnes bases. Comportement visant à mettre en difficulté un autre élève, voire même à l'isoler, le harcèlement se manifeste sous plusieurs formes, physiques, morales ou encore sexuelles, et de plus en plus via les réseaux sociaux. Chaque année, 700 000 élèves seraient victimes de harcèlement scolaire. Comme chaque année, le 11 novembre, la traditionnelle messe antillo-guyanaise dans la plus grande église de Paris a accueilli plus de 3000 fidèles venus de tout l'Hexagone. Les 3 évêques de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane étaient présents pour conduire la cérémonie religieuse. Et cette année, c'est Monseigneur Rio Creux, l'évêque de Guadeloupe, qui a officié une messe, notamment en l'honneur des sinistrés de l'ouragan Irma. Reportage de nos correspondants à Paris, Solène Boissé et Tafari Tyrolien. Cela fait plus de 10 ans que Micheline se rend à la messe chaque année. Cet originaire du Gosier a fait le déplacement depuis le Val d'Oise à plus d'1 heure de route pour se recueillir parmi les siens. C'est le plaisir de se retrouver à Antillais et c'est dans des occasions comme ça qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis des années. Donc c'est l'occasion idéale pour retrouver un peu tout le monde et retrouver l'évêque qui représente aussi la Guadeloupe. Cette année donc, la cérémonie est placée sous l'égide de Monseigneur Rio Creux, l'évêque de la Guadeloupe, qui n'a pas manqué d'évoquer les catastrophes provoquées par les ouragans Irma et Maria et d'adresser un message d'espoir. Après le cyclone, après la tempête, il y a le soleil. Nous avons ramassé plusieurs centaines de milliers d'euros aussi à travers les diocèses notamment qui ont été très généreux. C'est un soutien financier certes, mais surtout un soutien spirituel et le soutien là qui s'est manifesté dans cette communion, dans la foi et dans la joie de nous retrouver. Une joie mesurée avec une messe plus solennelle que les années précédentes. Mais qui n'empêche pas de raviver le cœur des croyants antillais. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, même si ça ne va pas antillais, ils vont rassembler nous ensemble pour nous prier ensemble et pour nous payer longtemps plus loin. C'est un peu de la Guadeloupe aussi, que nous, on a aussi dans notre cœur et pour faire sortir cette chaleur. Drôle de coïncidence, le 11 novembre, c'est aussi la fête du Saint-Martin, cet évêque de Tours qui avait donné son manteau à un pauvre au IVe siècle. Monseigneur Rio Creux a appelé les fidèles à suivre son exemple en faveur de l'île qui porte son nom. Un mot de sport à présent avec la finale de la Coupe de la CTG. C'était hier après-midi au stade Enmar Lama. L'US Matoury a emporté 4-1 face à l'AS Aguado. Récit du match dans ce reportage de Stéphane Govardin. Aguado craque devant l'US Matoury. Les joueurs de David Thérèse avaient pourtant fait une bonne entame de match sur le plan de l'impact physique. Mais l'US Matoury a su sortir les crocs et transformer la plupart de ses occasions en but et mener à la pause 3-0. Ouais, on sait que c'est 2 équipes qui veulent gagner et à chaque fois qu'on joue contre l'AS Aguado, c'est une bonne opposition, c'est une bonne équipe et qui nous a souvent donné du fil à retordre. Et aujourd'hui, c'était une finale et on se devait de gagner. François Dumarie, c'est un des meilleurs coachs de Guyane avec beaucoup d'expérience. Et au niveau des entraînements, il nous fait beaucoup de bien. Mais on tire aussi notre coup de chapeau à Claude Koumba qui est toujours là avec nous, même si des fois il nous gueule dessus, mais on aime ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime. La victoire d'aujourd'hui, c'était aussi pour lui. Nous, on a pris du temps à rentrer dans le match, ça nous a coûté préjudice. Donc voilà, 4-1 au résultat final. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas mort d'homme, on va se continuer à travailler. Il y a des choses qui se passent là dans l'Ouest, on travaille beaucoup. On essaie de mettre des cadres chez les jeunes, chez les seniors. C'est pour ça qu'on nous retrouve souvent en finale. Maintenant, pour qu'on puisse être plus grand, plus reconnu, il faudrait qu'on les gagne ces finales-là. C'est le plus grand regret que j'ai, mais je sais que pour l'avenir, il faudra compter sur nous. Le spectacle était au rendez-vous, 4-1 pour l'US Matoury, mais un public pas assez nombreux pour cette finale de la Coupe de la CTG.
La Ligue veut trouver des solutions pour attirer le public dans les stades. C'est une coupe qui est très prisée, qui est très attendue par le monde sportif, parce qu'il y a quand même 6 000 € pour le vainqueur et 2 000 € pour le finaliste et 1 000 € pour les 2 demi-finalistes. Donc ça fait quand même 10 000 € et je crois que les clubs demandent de plus en plus que les compétitions soient récompensées en finale. Ce qu'on essaye de faire au mieux. Il va aussi de la Ligue de solliciter ou alors de mettre en place d'autres compétitions de façon à pouvoir animer leur championnat, animer leur saison. Pourquoi pas également les clubs, parce que la Ligue ne peut pas tout faire. Et ça, il faut que des clubs prennent des initiatives pour permettre à leur discipline d'être plus attrayante. C'est vrai qu'il manque du public. La solution, moi je ne la connais pas pour le moment. On sait, quand on regarde un petit peu les gros matchs de la sélection de Guyane, que le public vient. Maintenant, il faudrait que le public vienne également pour soutenir le football local. Ce qui manque au niveau du championnat, ce qui manque également pour certains grands rendez-vous, notamment certaines finales. Sur le terrain, la victoire revient à l'US Maturi et dans les tribunes, ce sont les supporters de l'AS Aguado qui gagnent le match de l'ambiance. Culture pour clore ce journal avec la 6e édition du Kasilipo à Awala. Il s'agit de la fête du manioc célébrée par les Amérindiens. C'était samedi dernier. Atelier de préparation du manioc, concours culinaire. Regardez ce reportage de Joanne Manus et de Jonathan Lario. Le Kasilipo, c'est le court bouillon amer que l'on utilise soit pour accompagner la volaille, le gibier ou le poisson. On trouve de tout, on trouve évidemment du manioc transformé sous différentes formes. Donc il y a de la cassave, il y a le jus de manioc, il y a de la confiture de manioc, il y a des gâteaux à base de manioc, etc. Mais effectivement, on ne trouve pas que cela. On trouve aussi un atelier d'initiation à la fabrication de la cassave. Nous voici donc arrivés à la fin de cette tranche d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres. Des litres de purin déversés sur le mur d'enceinte de la mairie de Macoria. Les agriculteurs de la commune ont mis leur menace à exécution. Au bout de 5 jours de grève, ils réclament la cession gratuite des terrains agricoles acquis par la mairie dans les années 90. La Guyane compte moitié moins de médecins généralistes en comparaison avec les régions de la France hexagonale. C'est l'un des chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Enfin, du sport avec l'US Maturi. Vainqueur de la Coupe de la CTG, c'était hier après-midi au stade Edmer Lama. Nous vous proposions un récit du match dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'information dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Excellente soirée sur ATV Guyane.